Et si finalement, la relaxe en appel n'était pas tout simplement qu'un renvoi d'ascenseur de Chirac à qui vous avez accordé l'immunité quand vous étiez encore président du Conseil constitutionnel. Roland Dumas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air en forme, vous n'avez plus besoin de la canne qui vous aidait lors de votre procès. Oui, j'avais été opéré. C'est pas pour le procès, c'est parce que j'avais été opéré. Non, c'était pas pour attendrir les juges. Non. Il n'y avait pas moyen de les attendre. Ah, d'accord. Physiquement, ça a l'air d'aller. Moralement, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Ouais. Depuis la dernière décision, ça va beaucoup mieux. Bah oui, effectivement, vous avez été totalement blanchi donc, par les juges de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Elf le 29 janvier dernier. Après 5 ans de tempête judiciaire, vous avez été relaxé, innocenté. Vous êtes soulagé, c'est fini? Oui. Ouais. 5 ans de cauchemar, pendant lesquels vous avez continué envers et contre tout à poursuivre votre enquête sur votre affaire. Vous publiez aujourd'hui un livre chez Michel Lafon qui s'appelle « L'épreuve, l'épreuve ». Alors, Roland Dumas, donc relaxé le 29 janvier, mais condamné en première instance donc à 6 mois de prison ferme et 2 ans et demi avec sursis pour avoir profité, disait l'accusation, d'une partie des fonds versés par Elf à Christine Devier-Joncourt, le fameux appartement de la rue de Lille, les chaussures de Berluti à 11 000 francs, les 6 statuettes pour 150 000 francs, le livre de Christine Devier-Joncourt, La putain de la République, et puis la cavale de Sirven qui menaçait de faire sauter la République. Tout ça, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Dumas. Ça vous a quand même obligé, cette affaire, à démissionner de votre poste de président du Conseil constitutionnel. Oui. Oui, ce fut douloureux. Mais j'étais à bout. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes relaxé. Vous regrettez d'avoir démissionné à l'époque ? Parce que vous pourriez toujours être président du Conseil constitutionnel. Oui, mais j'ai pris la décision moi-même, parce que je n'ai pas voulu que l'institution ait eu à souffrir de cet épisode. Ouais. Hein? Donc, j'ai pris mes responsabilités. Vous ne regrettez pas? Oh non. Alors, à l'époque, vous parliez de torture, de gouttes d'eau chinoise, le fameux supplice. Faut dire que personne ne vous a épargné, Roland Dumas, hein, pas vos amis politiques en tous les cas. Lionel Jospin ne vous a pas aidé à l'époque. Il aurait pu faire plus, ou mieux. Ouais. Alors, il a été battu aux élections. Vous dites qu'il n'avait ni l'ampleur, ni la carrure pour être président. Je l'avais dit longtemps à l'avance, depuis l'époque où il se présentait comme ça sur les tréteaux et que j'avais observé son comportement à l'égard de l'ancien président de la République. Je n'avais jamais admis le bénéfice d'inventaire, pour tout dire. Je considérais que ce n'était pas digne du successeur de François Mitterrand. Ouais. Je l'ai dit, et puis les faits m'ont donné raison. Dominique Strauss-Kahn ne vous a pas aidé? Dominique Strauss-Kahn, aussi longtemps qu'il n'était pas lui-même concerné, avait une attitude un peu hautaine et il a rabattu de son caquet par la suite quand il a eu lui aussi à faire face à une même genre de situation. Relaxé lui aussi d'ailleurs. Hein. Alors pas épargné non plus par votre ancienne maîtresse, Christine Devier-Joncourt. Gros déballage de votre vie privée, ça doit être terrible ça, non? Oui, notez, les temps ont changé. Hein. On peut parler de ces choses, les mœurs ne sont plus les mêmes. Je la laisse à son destin, maintenant elle va devoir recomparaître et reparaître. Donc, il ne faut pas accabler les gens qui sont dans la difficulté. Vous n'êtes pas tendre avec elle, hein, dans votre livre. Vous parlez d'une image où c'est l'été, elle est dans un jardin, on comprend qu'elle n'est pas très habillée, et elle tient un tuyau d'arrosage à la main. C'est une allégorie? Non, j'ai décrit surtout le contexte périgourdin. J'étais candidat dans cette circonscription, j'étais accueilli par cette famille, très charmante et très agréable. Le père instituteur, la mère institutrice, bon, elle me faisait des omelettes aux truffes, elle faisait des gâteaux aux châtaignes. Enfin, je veux dire, c'était très agréable. Je n'ai pas de regret de cette période. Vous êtes méchant quand même de temps en temps sur le cas de Christine Devier-Joncourt. Quand vous parlez de la rue de Lille, vous parlez de passage. Vous dites parfois quelques heures, parfois une nuit.
Donc on comprend bien que vous la mettez au même rang qu'un certain nombre d'autres femmes. Vous savez, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Ouais. Si vous imaginez le travail du reste, je le décris dans le livre, le travail d'un ministre des Affaires étrangères, surtout dans ces années 90 et suivantes, je passais 1 heure, je prenais un café, je repartais, et puis, voilà. Non, sérieusement, on a l'impression que vous voulez la réduire au rang d'une femme parmi d'autres, quoi. C'est-à-dire, elle est érigée en grande maîtresse de Roland Dumas, et on a l'impression, quand on lit le bouquin, d'ailleurs, quand elle prend un nouvel amant, le fameux Miara, vous vous en foutez, quoi. Mais c'est un peu de votre faute, si on parle l'accueil que vous lui aviez réservé. C'est vous qui êtes responsable, c'est pas moi, c'est vous. Elle m'avait eu un peu, elle était arrivée, elle est très forte, hein. Elle était arrivée un peu à me subvertir. Tout le monde m'avait dit, mais t'es amoureux d'elle ou quoi? Et c'est vrai qu'elle est maline, hein. Eh ben voilà. Ah, voilà. Mais c'est vous qui avez trouvé l'explication. Nous sommes deux victimes. C'est pas moi. Alors, vous n'avez pas été épargné non plus par les juges. Hein. Eva Joly, une vraie détestation pour elle. Laurence Vichinevski aussi. Vous dites qu'elles sont imbues d'elles-mêmes, soucieuses de publicité et acharnées finalement à abattre le dernier haut dignitaire de la Mitterrandie. Quoi. Vous sentez chez elles quelque chose de personnel. J'ai senti la hargne. Ouais. Pour ne pas dire la haine, ce qui est très proche, et le parti pris, alors que ça ne doit pas exister dans l'esprit d'un juge. C'était systématique. Prenez pour argent comptant tout ce qu'il y avait dans une lettre anonyme, par exemple. Oui. J'en ai eu quelques exemples avec l'histoire du château de Gordes que j'aurais donné à une dame pour la faire taire sur le président François Mitterrand, alors qu'il suffisait de regarder au cadastre pour voir que ce n'était pas elle. Vous dites, j'étais coureur, j'étais riche, j'étais mitterrandien, j'étais franc-maçon. C'est peut-être ça qui énervait Eva Joly? C'est ce qu'elle a cru, du reste. Elle manipulait un objet devant moi, comme ça, en ricanant. Et puis après, elle a dit à un de mes défenseurs à l'époque, ah, vous aussi. Ah oui, d'accord. Alors, pas épargné non plus par les journalistes, hein. Le Monde. Je ne dirais pas tous les journalistes. Le Monde, vous dites dans votre bouquin qu'il y a eu 138 articles sur l'affaire Elf et 119 sur vous. Exactement. Avec Libération aussi, qui suivait un petit peu suiviste. Hein, vous dites 81 articles sur Elf, 67 sur vous. Oui. Ben, c'est une bonne proportion. Et surtout avec des pleines premières pages. À 14h30, tous les jours, on m'a apporté le Monde, et ceux qui me l'apportaient étaient tremblants, confus, gênés, mais c'était systématique. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ah ben ça, alors là, il y a plusieurs explications. Il reste d'autres livres paraissent actuellement sur le même journal, qui en disent long et qui en apprennent long sur les procédés. J'ai été, je crois, une de leurs victimes privilégiées, parce que un certain nombre d'éléments étaient réunis. D'abord, il y avait une querelle depuis longtemps qui existait entre François Mitterrand et Le Monde, au point que Mitterrand avait fait supprimer tous les abonnements au journal pendant qu'il était à l'Élysée. Il y avait le fait que moi j'étais intraitable sur les campagnes contre Mitterrand. Il y avait l'affaire des écoutes sur l'un des directeurs, Plenel, qui a raconté tout ça en long, en large, donc on peut en parler, c'est public. Et que j'ai refusé de me prêter à ce genre de calomnie contre l'ancien président, et donc ça allait plus. Donc voilà, donc tout le monde s'est acharné sur vous pendant 5 ans, et là, la nuit, parfois, vous êtes seul dans votre appartement, et vous pensez au suicide. Mais oui, vous savez, quand on est à bout, comme ça, le dos au mur, et qu'on ne sait plus comment s'y prendre, que tout dérape sous vos pas. Et j'ai nourri l'espoir pendant très longtemps que la vérité allait surgir, déjà à l'instruction, et que tout allait rentrer dans l'ordre. Et quand j'ai vu que ce n'était pas le cas, le désespoir vous gagne. Le désespoir vous gagne, et vous êtes comme pris dans une spirale, vous perdez le sommeil. Pensez pas à autre chose. Vous avez beau recevoir des amis, vous voyez bien qu'ils sont pas dans la conversation, ils sont pas dans le contact, ils ne parlent pas librement comme on le fait maintenant. Et le mal gagne. Et puis un beau jour, il faut que vous ressaisissiez. C'est ce qui s'est produit. Vous pensez beaucoup à Bérégovoy dans ces cas-là. Et là, j'ai écrit tout un chapitre. Ça va peut-être vous intéresser de savoir que le chapitre sur Bérégovoy, qui figure à la fin de mon livre, c'est ce que j'ai écrit en premier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé par raconter l'histoire de Bérégovoy, qui siégeait actuellement au Conseil des ministres, et dont j'ai vu petit à petit comment il se vidait de sa force, de son énergie. Le pire moment, ça a été quoi?
alors que j'attendais quand même une décision qui aurait réglé les problèmes à ce moment-là, j'ai appris que j'étais renvoyé devant le tribunal correctionnel. Vous vous dites quoi à ce moment-là, Roland Dumas? À ce moment-là, vous vous dites quoi? Je dis cette fois, on veut vraiment m'abattre. Et c'est un peu là où j'ai commencé à désespérer. Alors la question, évidemment, c'est qui, pourquoi? Alors, dans le livre, vous affirmez que vous avez été balancé pour faire diversion quand on commençait à s'intéresser de trop près aux pratiques sérieuses de Elf. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que quand on parlait des chaussures de Dumas, on ne parlait pas des gros trafics? Il y a un concours de circonstances, il y a un concours de circonstances, de rencontres même. Il y avait évidemment ces grosses affaires dont on va peut-être connaître un petit bout en ce qui concerne Elf, puisque le gros procès va venir. Il y avait cette affaire des frégates, dont j'espère que le juge qui maintenant a le dossier va pouvoir faire son travail convenablement. Alors, ce qu'il faut dire sur l'affaire des frégates, donc c'est des frégates qui ont été vendues à Taïwan. Vous vous opposiez à cette vente, et c'est vrai que M. Gomez, Alain Gomez, le patron de Thomson, qui est devenu Thales depuis, s'il a vendu ses frégates à Taïwan, ça lui a permis de devenir numéro 1 devant Lagardère. Donc pour lui, c'était une vraie obsession. Ça se doublait de la querelle avec Lagardère, donc je n'ai pas été épargné par les coups de ce fait, n'est-ce pas, puisque j'étais en travers de l'affaire. J'étais le seul contre, pour une raison de politique très simple. Je disais, on ne peut pas faire deux politiques à la fois. On a comment dirais-je, une alliance avec le Parti communiste chinois de Pékin. Avec la Chine populaire continentale. Et on ne peut pas en même temps faire une politique avec leurs adversaires directs. Taïwan, en leur donnant la Chine nationaliste, donc vendre des frégates aux ennemis de Pékin. Mais pendant toute cette période, il est évident qu'on a essayé de m'atteindre pour me faire changer d'avis. Alors on a essayé par les méthodes de la séduction dont vous parlez, ce qui n'a rien donné, C'est vrai, faut et reconnaître. Ensuite par la menace, c'est-à-dire je me mêlais un peu trop de ce qui regardait les gens. Et plutôt que de s'occuper des lettres anonymes qui arrivaient, on s'occupait de mes chaussures. Les chaussures à 11 000 balles, ça frappe l'imagination des gens. Oui, mais ce sont des... Bon, écoutez, vous voulez pas que je... Non, mais j'ai été opéré. Je sais. Non. Mais j'ai été opéré à l'époque et j'avais la nécessité de faire des chaussures sur mesure. Ben, vous savez bien ce qu'il en est. Oui. Bon, alors c'est bien. Enfin, moi, je n'achète pas les chaussures à 11 000 balles, mais je sais que ça existe. C'est même on les achète. Voilà. Oui, le sur mesure, monsieur, ça se paie. Alors, dites donc, l'affaire des frégates. Vous dites quand même que les preuves des commissions versées sur la vente des frégates à Taïwan existent. Elles sont à Bercy, mais protégées par le secret défense. Voilà. Pourquoi? Parce que le secret défense, malgré la création d'une commission, dépend des principaux ministres, ministre de la Défense nationale et ministre des Finances. Or, vous observerez que la question par le juge a été posée une première fois à un ministre des Finances de gauche, et qui a dit « Ah non, secret défense ». Et il l'a reposé à son successeur, qui est un ministre des Finances de droite, et qui a dit « Pas question, secret défense ». Donc vous en déduisez que tout le monde a touché du pognon. Moi, c'est vous qui le dites. C'est facile à déduire. Oui, que l'État protège ses marchés, sa fabrication, ses contrats d'armement, c'est normal. Mais que, ceci étant, on en profite pour étendre secret défense, l'utiliser à tout propos, notamment quand on cherche les commissions qui ont fait du retour dans la poche de l'un, de l'autre, d'une association, etc., et qu'on dit secret défense, là, il y a quand même un abus notoire. La vérité, vous la savez, vous? Je la subodore, ou plus que je la subodore. Je la connais, je dirais, je la connais. Vous ne pouvez pas le dire. Vous savez où est parti le pognon des frégates de Taïwan? Je ne suis pas tombé des dernières pluies, quand même. Donc vous savez. Oui. Alors, donc il y avait l'histoire de Elf, évidemment, avec beaucoup d'argent qui circulait, les commissions sur les frégates à Taïwan, et puis aussi les services secrets israéliens, américains, qui n'aimaient pas du tout votre politique proche-orientale, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes quand même pro-arabe d'une certaine façon, non? On l'a dit, c'est vrai que j'ai essayé d'avoir une politique équilibrée, juste et raisonnable. Quand les Américains sont allés bombarder Tripoli, vous avez refusé que les avions américains survolent la France, ce qui a permis à Kadhafi, parce qu'il fait un retour par l'Espagne, d'aller se cacher quand même. Oui. Ah non, il n'a pas été se cacher. Ah bon? Le hasard a fait que les avions sont arrivés avec 1 heure de retard, et entre-temps, il avait changé de lieu. Comme c'est bizarre. Oui. Bon, alors, non, la vérité, c'est que je me suis heurté à l'administration américaine, comme on dit. Un peu comme aujourd'hui, les autorités françaises sont dans la même situation. C'est un précurseur. La même situation. Alors aujourd'hui, donc, vous êtes blanchi, mais vous allez continuer votre enquête, vous allez continuer à travailler sur votre propre affaire, j'imagine. Tout à fait. Alors il y a une question qui se pose. Roland Dumas,
Et si finalement, la relaxe en appel n'était pas tout simplement qu'un renvoi d'ascenseur de Chirac, à qui vous avez accordé l'immunité quand vous étiez encore président du Conseil constitutionnel. Je vous écoute. Présenter les choses comme ça, c'est une infamie. Ouais. Oui, c'est une infamie, parce que c'est un mépris total à l'égard des 9 membres du Conseil constitutionnel, venus d'horizons différents, honnêtes et bons juristes, qui ont prononcé une décision sans que je les y force, qui était conforme au droit. Et imaginez qu'on peut faire un contrat du genre je te protège, tu me protèges avec le président de la République, ça relève quand même ou de la grande fantaisie ou de l'infamie. Ajoutons, pour clore ce chapitre, que la même question a été soumise quelques mois après à la Cour de cassation, sur laquelle je n'avais pas barre et que je ne présidais pas, et qu'elle a émis exactement la même opinion dans les mêmes termes. On rallume. Merci. Alors, Roland Dumas, maintenant on passe à l'époque actuelle parce que vous avez été pendant de nombreuses années ministre des Affaires étrangères. Quel avis portez-vous aujourd'hui sur la politique de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac? Écoutez, moi je trouve que le gouvernement, enfin le président de la République ne se débrouille pas mal du tout. À partir du moment où il a fait le forcing jusqu'à présent et que la question du droit de veto se pose, le seul inconvénient dont il courait le risque, c'était de se retrouver lui isolé à ce moment-là. Il est loin de l'être. Or là, il n'est pas isolé dans le camp de la paix. Sûr, oui. Donc si effectivement les 3 partenaires principaux, puisque l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité, si les 3 partenaires décident de mettre le veto ensemble, je veux dire c'est important pour la cause de la paix. Alors, en 1944, Roland Dumas, votre père a été fusillé par la Gestapo. Vous étiez à l'époque étudiant en droit, vous êtes entré dans la résistance, vous avez été décoré à la fin de la guerre. Quel regard porte le Roland de l'époque sur le Dumas d'aujourd'hui? Vous ne pensez pas que vous étiez un peu trop jouisseur, un peu trop profiteur et que ça vous a coûté cher? Mais ça, justement, c'est peut-être aussi la conséquence des difficultés de la jeunesse et des dangers que l'on a connus et en même temps du courage qu'on a eu de se faire une vie à la force du poignet. Je me rappelle une phrase de Mendès France qui me parlait de sa guerre quand il était dans l'aviation de bombardement à Londres. Il me disait « On ne savait pas si le lendemain on sera encore vivant, alors on en profitait pour vivre. » Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est les moments pendant l'affaire Elf, disons, ou le maquis en Haute-Vienne, en Dordogne? Quand le maquis, on avait 20 ans. Alors c'était déjà autre chose, on avait la vie devant soi. Hein. On peut dire l'âge que vous avez aujourd'hui? Mais bien sûr. Parce que vous êtes très frais, hein? Merci. Non, mais dites-le au contraire. Bon, 80 ans, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.